Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est avec un réel plaisir que nous revenons encore une fois de plus sur la 98.7 Océan FM et sur le bouquet canal Horizon 846 pour décortiquer tous les dimanches à partir de 13h l'actualité politique nationale. Nous serons toujours accompagné d'un invité sur ce débat. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir Youssouf Gassama, que vous connaissez certainement bien. Il fait partie intégrante de cette émission, pour mieux dire, parmi les consultants d'Océan Politique. Bonjour, monsieur Gassama. Bonjour, monsieur Diouf, et bonjour à tous les auditeurs de Océan Politique. Je vous remercie de m'avoir invité aujourd'hui pour encore parler de la politique au Sénégal, du dialogue politique, mais aussi un peu de la géopolitique. Merci beaucoup. Merci, monsieur Gassama. On passe automatiquement à la présentation de l'invité. Alors, qui est notre cher invité, monsieur Youssouf Gassama? Il est professeur de lettres, analyste politique, fin observateur du déroulement de l'actualité politique nationale et internationale. Vous confirmez, M. Gassama? Bien sûr. Bien sûr. M. Gassama, notre émission d'aujourd'hui va être scindée en deux parties. Alors, la première partie, on va ouvrir avec l'actualité politique nationale, particulièrement le dialogue et les revers de nos anciens incarcérés, si le temps nous le permet. Alors, la deuxième partie également, on parlera de géopolitique, n'est-ce pas? Alors, donc, le 28 mai 2025, le Sénégal a lancé une phase de son dialogue axée sur la réforme du système politique. Cette initiative qui s'est déroulée au Centre international de conférence Abdou Diouf CICAD de Diamniadio visait à aborder des questions fondamentales telles que la réforme du système électoral, le statut de l'opposition, la rationalisation des partis politiques et l'encadrement du financement politique. Alors, en tant qu'analyste politique, quelle appréciation donnez-vous à ce dialogue, M. Gassama? Voilà, dès l'entame de cette émission, je crois que nous devons tous nous réjouir de cette initiative du président, son Excellence président Bassirou Diomaye Faye, et d'avoir l'idée de mettre en place un tel dialogue dans le sens de pouvoir consolider les partis politiques qui sont au Sénégal, mais bien sûr en essayant aussi de faire des réformes concernant le fichier électoral, concernant le code électoral, mais aussi concernant le statut de l'opposition et de leur financement ou bien du financement des partis politiques. Je crois que l'initiative est déjà à saluer, d'autant qu'au Sénégal, nous avons toujours baissé les bras quant à la rigueur que nous devons mettre en place pour surveiller les partis politiques de leur financement, mais la recrudescence des partis politiques qui en réalité ne servent pas à grand chose. Pour un petit pays comme le Sénégal, comment on peut se retrouver avec plus de 380 partis, moins de 400 partis, pour un pays de 18 millions d'habitants. Et sur les 387 partis, le président a bien confirmé qu'il y a 14 partis qui sont valables. Voilà. Et si nous suivons la rigueur même, il n'y aura même pas 10 partis au Sénégal. Donc, je crois qu'il faut qu'on revienne à la raison. Et il n'y a pas, par exemple, ce n'est pas la peine à chaque frustration de créer des partis, parce qu'aussi il faut savoir que au moment où nous sommes, avec la situation actuelle de la géopolitique africaine, ouest-africaine, et des rivalités actuellement mondiales qui sévissent dans les pays du Sud, comme nous sommes, mais bien sûr il faut surtout être vigilant sur le financement des partis
politique. Nous avons toujours vu l'impérialiste prendre toujours prétexte de la recrudescence de nos partis politiques pour bien sûr financer des oppositions et pour renverser un gouvernement qui ne les arrange pas. Alors voilà pourquoi il est question de redéfinir le statut de l'opposition, de redéfinir les termes d'engagement des partis politiques, de rationaliser le nombre de partis qui existent dans notre sphère politique. Je crois que ce sont des questions qui sont très importantes, des questions que nous n'avions pas à l'époque le courage de venir à fond, de peur, n'est-ce pas, de subir des critiques venant de nulle part. Moi, je crois que c'est déjà une ambition que nous devons saluer. Et c'est d'abord, comment dirais-je même, un courage, n'est-ce pas, de s'engager dans un tel dialogue où il n'était même pas obligé de tenir un tel dialogue. Parce qu'il pouvait justement appliquer la loi qui est là. Déjà avec le gouvernement de l'ex-président Macky Sall, il a déjà défini le statut de l'opposition dans la Constitution. Il suffit juste de prendre un décret de mise en action ou bien de mise en œuvre. Et il y a une loi déjà qui rationalise les partis politiques, qui contrôle l'organisation et l'exécution des partis politiques. Il pouvait juste venir et appliquer la loi. Mais après, qu'est-ce qu'on dira? On dira tout simplement que voilà quelqu'un qui est venu et qui semble être dictatorial, qui impose, n'est-ce pas, sa volonté au reste des partis politiques. Et voilà pourquoi il est sage d'appeler tout le monde, non pas seulement les partis politiques, mais tout citoyen, tout patriote, n'est-ce pas, tous Sénégalais, les associations syndicales, les associations ouvrières, les partis politiques, les professeurs, les enseignants, les universitaires, les sociétés civiles, appeler tout le monde autour d'une table, rediscuter non seulement de la situation politique de notre pays. Je crois que c'est très important et c'est le Sénégal qui gagnera au lendemain du 4 juin, bien sûr. Ok, sous l'égide du président Bassirou Diomaye Faye, ce dialogue s'inscrit dans une volonté de renforcer la démocratie sénégalaise en établissant des consensus durables sur des questions majeures relatives à la vie nationale et à l'avenir du pays. Alors, ma question, n'est-ce pas que les discussions prévues depuis l'ouverture jusqu'au 4 juin vont viser à réconcilier les Sénégalais avec leurs institutions, à renforcer le consensus national et à pacifier l'espace politique. Voilà, moi je crois que ça devrait être maintenant désormais derrière nous, quoi. Dès le lendemain du 4 juin, nous devons passer à autre chose et bien arrêter maintenant de revenir toujours sur le fichier électoral, de revenir toujours sur le code électoral, de revenir encore toujours sur comment devrait être un parti politique dans notre démocratie. Je crois que notre démocratie mérite d'avoir maintenant une identité commune, une identité acceptée de tous et par tous. Je crois que maintenant, vraiment, les enjeux sont encore ailleurs. Les importances sont encore ailleurs et notre pays a besoin d'avoir un nouveau souffle. Notre pays a besoin de passer maintenant aux politiques de développement, aux politiques de citoyenneté, aux politiques, n'est-ce pas, du panafricanisme à la conquête du monde. C'est pourquoi ces détails-là, nous devons, pour une fois dans notre vie, nous devons nous réunir, discuter entre nous, laisser toute idée partisane, toute ambition partisane et en vrai et en raison, maintenant rester entre nous, discuter de l'avenir de notre politique. Il a bien sûr, il a fait vraiment, et ce que je dirais par exemple, ça c'est une sagesse, c'est vraiment une sagesse de vouloir appeler les partis politiques, les associations syndicales, les mouvements citoyens, les populations, les ouvriers, tout le monde, parce qu'il a même dit qu'il n'est pas question de laisser la politique aux politiciens. La politique est l'affaire des citoyens. Alors tous les citoyens devront plutôt venir discuter maintenant sur le... Bon, il ne faut pas aussi oublier que son parti, le parti même du président, a été victime de ce fameux code électoral. Donc il va falloir redéfinir ces articles qui ne sont mis que par la volonté de caler des candidats, de sélectionner des candidats qui sont avec ou contre le pouvoir. Je crois que maintenant nous devons avoir une seule et même règle de jeu autour de laquelle tout le monde, n'est-ce pas, va se déployer. Alors il faut maintenant
au-delà de ce consensus maintenant, avoir un code électoral que nous allons laisser en rade. Pas besoin d'y revenir parce que nous aurons un consensus. Voilà, nous aurons aussi un statut de l'opposition que nous aurons. Il y aura une rationalisation, n'est-ce pas, au-delà des consensus. Une rationalisation qui sera là, n'est-ce pas, une ligne de conduite des partis politiques. Maintenant, tout parti politique qui ne se plie pas aux règles établies est voué, n'est-ce pas, à disparaître. Parce que ces 300 partis ne sont que des partis, vraiment des partis, de contribution. Non, je ne dirais pas contribution, il y a des partis même qu'on ne connaît pas. Il y a des partis qui ne participent jamais aux élections. Ces partis ne sont là que pour des intérêts personnels. Il y a des partis qui n'ont que qu'un secrétaire général et n'a même pas d'adjoint. Ils n'ont pas de siège. Ils n'ont pas de siège, ils n'ont pas d'identité, ils n'ont pas d'adresse, il n'y a pas comment dirais-je même, de participants, hein? Il n'y a pas de membres, il n'y a rien, il n'y a que le récépissé qui est là, et souvent utilisé par des candidats individuels, n'est-ce pas, pour pouvoir participer aux élections. Et moi je crois que ça c'est très dangereux pour notre démocratie. Étant donné que cette démocratie d'ailleurs n'a permis à aucun pays de se développer, alors donc ces genres de démocratie qu'on a donné à l'Afrique au lendemain des indépendances, ce n'est qu'une démocratie qui permettra à l'impérialisme de perturber notre système de développement. À chaque 10 ans, il nous faut changer de ligne de développement, il nous faut changer de vision, il nous faut changer de président, il nous faut changer de manière de faire, hein, avec des présidentielles, avec des dizaines de candidats, hein, qui nous coûtent très cher. Il nous faut des milliards pour organiser une élection parce qu'il y a plusieurs candidats. Parfois des candidats qui n'ont aucune voix, des candidats qui ont des 0, vraiment, je crois qu'au-delà de toute considération, nous devrions, au-delà et au lendemain de ce dialogue, maintenant, considérer une ligne de conduite rigoureuse, n'est-ce pas, autour de laquelle tout le monde va s'unir et vraiment battre le macadam pour un Sénégal nouveau, pour un Sénégal prospère, libre et indépendant. Okay. Toujours dans le cadre du dialogue, ce dialogue a réuni une diversité d'acteurs, vous l'avez dit tout à l'heure, y compris des représentants de la société civile, des partis politiques, des syndicats, des autorités religieuses et coutumières. Cependant, certains partis de l'opposition ont choisi de boycotter l'événement. Par exemple, le parti républicain des valeurs, Réeum Ngor, dirigé par Thierno Alassane Sall, a estimé que les conditions d'un dialogue utile et sincère n'étaient pas réunies. Vous en dites quoi? Bon, il a ses raisons, hein. Je crois qu'avec les Gumsabop, hein, avec les Barthélémy Diaz, ils ont bien sûr leurs raisons. Hein. Mais si nous prenons les principes de la démocratie, écoute, et si le président agissait seul, sans appeler autour d'un dialogue, ce sont les mêmes personnes qui diront que le président n'a pas pu, hein, n'a pas pris ses décisions au-delà d'un consensus. Il impose son dictat aux autres. Okay. Mais maintenant, s'il n'y a il n'y a pas de démêlé, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de tension, mais le président, par sa volonté de réunir tous les Sénégalais, et n'était pas obligé, hein, d'appeler à un dialogue pour ça. Il lui suffirait juste d'appliquer la loi comme telle, mais il a voulu au moins appeler les gens à venir. Mais c'est ça aussi la démocratie, M. Diouf. Il faut leur accepter, n'est-ce pas, leur volonté de ne pas venir. Parce que c'est ça aussi la démocratie. Ceux qui veulent venir sont venus. Ceux qui ne veulent pas ne sont pas venus parce qu'ils ont leurs raisons. Pour eux, les conditions d'un dialogue ne sont pas réunies. Mais quelles sont les conditions d'un dialogue? Il ne faut pas attendre qu'il y ait problème pour appeler à une discussion. C'est en temps de paix que l'on consolide la paix. C'est en temps de paix qu'on prépare la guerre. C'est en temps de paix que l'on prévient les problèmes qui peuvent sévir à tout moment. Moi, je crois que les opposants qui ne veulent pas venir, n'est-ce pas, à ce dialogue, ouais, bien vrai qu'ils ont leur raison, mais moi je ne vois pas, hein, parce que j'ai écouté Bougane Gueye Dany avec sa bande à l'occasion d'une conférence de presse. Ce dont il parlait, c'était les problèmes des Sénégalais, le problème de développement, le problème d'emploi, hein, le problème de justice, mais il n'est pas question de ça.
Mais chaque dialogue, on ne peut pas prendre tous les problèmes du Sénégal et en voulant parler de tous ces problèmes-là en un mot, ou bien en 4 jours, en 5 jours. Il faut pas à pas faire des dialogues au fur et à mesure, avec des thèmes bien précis, avec des problématiques très bien précises. Prenons par exemple, dès l'arrivée au pouvoir du président, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, il a d'abord fait, n'est-ce pas, un dialogue national sur la justice. Ouais. Sous forme des assises de la justice. Tout à fait. Voilà, il n'était question que de la justice. Aujourd'hui, il n'est pas question ni de la justice, ni du développement, ni, n'est-ce pas, autre chose, de l'employabilité des jeunes, mais il est question de nos partis politiques. Il est question de nos systèmes politiques. Il est question de notre code électoral qui l'empêche lui-même toutefois à participer aux élections. Lui-même, Bougane Gueye Dany. Et Thierno Alassane Sall est victime de cela aussi. Hein? D'ailleurs, Thierno Alassane Sall a qualifié le processus d'opération de communication politique dont les conclusions semblaient déjà écrites par le régime. Non, vous partagez son avis? Non, mais pas tout à fait. Hein. Alors pourquoi demander aux partis politiques qui voudraient venir au dialogue de proposer, n'est-ce pas, des idées manquantes? Non, mais bon, je crois que le parti au pouvoir a une décence de demander à ses camarades de vouloir ajouter. Si toutefois, n'est-ce pas, et la proposition n'est pas complète, parce que pour appeler à un dialogue, il faut donner l'ordre du jour. Il faut donner les rubriques sur lesquelles nous allons discuter. Et maintenant, si on a donné ces rubriques-là, si on a donné ces facettes-là, maintenant, il appartient aux autres qui aimeraient venir dialoguer, mais de proposer tout ce qui manquait, de proposer des éléments qui devraient être discutés et qui sont aussi importants. Maintenant, si lui, il dit qu'il y a des éléments vraiment qu'il y a une conclusion déjà, moi je crois que ce n'est pas une conclusion, mais c'est une proposition autour maintenant desquelles la discussion s'articulera. Maintenant, c'est à eux de venir amener des injonctions, des suggestions, amener la pertinence de leurs suggestions pour qu'ensemble... Et faire des propositions mais en bien même temps. sûr, Tout à fait. mais il a été demandé à tous les partis politiques, au-delà des propositions qui ont été faites, d'ajouter, s'ils trouvent nécessaire, d'ajouter des éléments qui ont été omis, ou bien des idées phares qui ont été, n'est-ce pas, occultées, ou bien omises. Et c'est ça, la contradiction, où devrait jaillir la lumière qui va éclairer notre espace politique. Il faut que les politiciens acceptent de mettre à côté vraiment les sentiments personnels, les émotions personnelles, les problèmes personnels, pour qu'ensemble, M. Diouf, qu'on puisse pour une fois dans notre vie, de discuter autour de notre propre problème, pour en finir une bonne fois. Parce que comme je vous l'ai dit, mais l'importance est ailleurs. Tout à fait. Le Sénégal doit s'industrialiser. Le Sénégal est actuellement un pays minier, un pays de ressources naturelles, de gaz, de pétrole, de lithium, de phosphate, etc. Le Sénégal devrait aller à la conquête de l'Afrique, à la conquête du monde. Donc il y a des problèmes qui ne doivent plus exister. Avec la démocratie, comme elle est chantée partout en Afrique, nous représentons une exemplarité pour l'Afrique. Nous sommes le miroir de la démocratie ouest-africaine. Donc il y a des problèmes qui ne devront plus revenir sur l'espace politique, comme par exemple le code électoral. Aucun candidat ne devrait plus jamais se sentir lésé. Aucun parti politique ne doit plus jamais se sentir lésé. Le chef de l'opposition doit avoir son statut clair, sa grandeur, n'est-ce pas, sa notoriété, sa place dans l'espace public et l'espace politique du Sénégal. Prenons le financement des partis politiques. Écoutez, si nous ne gérons pas, ou bien nous ne discutons pas une bonne fois sur la manière de financer les partis politiques, mais écoutez, nous allons laisser aux grandes multinationales ou bien aux impérialistes de venir financer nos partis politiques et de renverser nos pouvoirs démocratiquement élus, nos hommes, n'est-ce pas, légitimement mis à la tête de notre chaîne alimentaire, et bien pour diriger notre politique comme on l'a souhaité. Donc il est sage, M. Diouf, de venir coûte que coûte discuter une bonne fois pour avoir un visage que tout le monde va reconnaître de notre démocratie, car nous devons aller vendre notre démocratie en Afrique. Nous devons aider nos semblables à reconnaître la démocratie, à l'accepter, à se l'approprier, à en faire une réalité pour qu'ensemble nous puissions développer l'Afrique, nous puissions sécuriser l'Afrique.
Aujourd'hui, beaucoup vont croire que ce dialogue ne se limite qu'au Sénégal, que ce n'est que un intérêt pour le Sénégal, mais ça dépasse l'extase des Sénégalais et ça atteint l'ampleur de l'Afrique qui a toujours été dans des troubles politiques. Tous nos problèmes ont été mis en place par ces troubles politiques-là. Toujours des partis politiques qui entrent en conflit, qui brûlent parfois certains pays, M. Diouf. Est-ce que nous devons continuer toujours à brûler nos pays par ces partis politiques qui ne représentent rien? Est-ce que nous devons laisser notre espace, notre paix, notre solidarité, nos valeurs être déstabilisées par ces politiciens souvent qui n'ont pas de foi ni de loi, qui ne sont mus que par leurs intérêts personnels? Mais regardez ceux qui disent qu'ils ne veulent pas venir. Quelles sont les raisons valables qu'ils ont mises en place pour dire qu'ils ne veulent pas venir à un dialogue? D'ailleurs, malgré les efforts pour instaurer un dialogue inclusif, des tensions persistent. Il y a des partis de l'opposition tels que le Front pour la défense de la démocratie et de la République, FDR, ont exprimé des réserves, notamment concernant la proposition de renforcer les pouvoirs du Premier ministre qu'ils perçoivent comme une tentative de transfert anticonstitutionnel. Vous voyez, quelle c'est analyse la malhonnêteté parfois de nos intellectuels. Par exemple, ils ont pris cette institution de primature et ils l'ont infligée à la personne d'Ousmane Sonko. Son Excellence, le Premier ministre du Sénégal, M. Ousmane Sonko, n'est pas éternellement le Premier ministre du Sénégal. Le Premier ministre est une institution. Parce que ces gens-là, si tu les entends parler, ils prennent le Premier ministre comme étant la personne d'Ousmane Sonko. Alors que nous parlons de l'institution, de la primature. Nous voulons donner à la primature toute sa notoriété, tout son prestige, sa valeur, son action. Les gouvernements que nous avons eus ici au Sénégal, M. Diouf, n'ont jamais donné à la primature sa valeur. Le Premier ministre n'était qu'un valet, un suivant. Le Premier ministre n'a jamais joui de ses valeurs intrinsèques qui font de lui la seconde personnalité ou bien la troisième personnalité de l'État. Après le président de l'Assemblée, mais c'est le Premier ministre qui devrait constituer comme un fusible devant le peuple, n'est-ce pas? Et pour ne pas toutefois atteindre le président de la République, il faut laisser le président jouir de ses prérogatives. Il a trop de problèmes à régler. Il faut permettre au Premier ministre de pouvoir assumer, de pouvoir diriger le gouvernement, de pouvoir gouverner. Vous savez que dans notre démocratie, ce n'est pas le président qui gouverne. Beaucoup font cette dichotomie. Qui gouverne? C'est le Premier ministre qui gouverne. Tout à fait. Le président, il préside, comme son nom l'indique. Le chef du gouvernement, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais c'est lui qui gouverne. Tout à fait. C'est lui qui gouverne parce que c'est lui le chef du gouvernement. Et le président, c'est le chef de l'État. Le chef de l'État, il préside les institutions de la nation. Il définit sa politique. Et c'est le gouvernement de mener, n'est-ce pas, la politique du président de la République. Et pour sécuriser nos présidents, M. Diouf, cette organisation qu'on a faite de notre gouvernement, c'est fait à dessein. Je vais toujours accuser l'impérialiste, c'est ce qu'on me dit toujours. On me dit, mais Gassama, quelle est notre responsabilité? Vous passez tout votre temps à indexer l'impérialiste. Mais tout est fait à dessein. Tout à fait. Mais M. Diouf, si nous prenons tous les pouvoirs de notre nation, nous donnons cela à une seule personne, mais nous le mettons en danger. Tout à fait. Alors et c'est ce qui se faisait. Mais c'est ce qui existe jusqu'à présent. Depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. Jusqu'à nos jours. Tout le pouvoir est détenu par une seule personne. Maintenant, regarde le danger. Maintenant, pour contrôler le Sénégal, tu n'as pas besoin de contrôler 3 personnes. Il suffit de contrôler le président, tu contrôles tout le monde. Parce que le président a tout. Mais si nous partageons le pouvoir, contrôler le président ne suffira plus. Il va falloir contrôler tout le monde pour pouvoir atteindre tout le pays. C'est comme ça que les grandes démocraties marchent. Aujourd'hui, ce n'est pas ce que Donald Trump veut qui aura lieu. Ce n'est pas ce que Macron veut qui aura lieu. Il va falloir contrôler beaucoup de personnes pour avoir ce que tu veux en France, aux États-Unis, en Allemagne, en Angleterre. Et les États-Unis sont un exemple palpant, parce que ces temps-ci, chez Donald Trump a été...
il a pris une décision que les juges ont rejetée sur la fixation des taxes. Des taxes contre la Chine, des taxes commerciales. Voilà, contre la Chine. Et les juges ont rejeté mais c'est ça, la volonté du président de la République. C'est ça la sécurité d'une nation. Et on ne parle pas d'Ousmane Sonko, on parle de la primature. Madame, cet hyper-présidentialisme, nous devons dépasser cela. Nous devons sécuriser notre président. Nous devons lui... Ce n'est pas un dieu ni un prophète. Même le prophète, même partage ses pouvoirs parce qu'il n'est pas le chef de guerre. Tout à fait. Hein? Alors donc, permettons à notre président de se défaire un peu des pouvoirs exorbitants qu'on a mis sur sa tête. Inquiète est la tête qui porte une couronne. Et ça suffit déjà. Maintenant, permettons au Premier ministre aussi d'avoir la prérogative, n'est-ce pas, d'assumer sa fonction et son institution. Et c'est ce que le président, son Excellence Bassirou Diomaye Faye disait et à son interview qu'il avait accordée à la presse sénégalaise au Palais de la République, quand il dit « Je veux des directeurs forts, des ministres forts et un Premier ministre hyper fort. » Hyper fort. Et les gens n'avaient pas compris. Non, les gens ne comprendront jamais parce que le problème n'est rien d'autre qu'Ousmane Sonko. Le problème, c'est Ousmane Sonko. Ça ne t'étonne pas? Pour la première fois, on ne parle jamais du président de la République. On passe tout notre temps à parler du Premier ministre. Et voilà pourquoi leur attention vraiment est détournée. Parce qu'ils ne voient plus la force de la primature, la notoriété de la primature, le prestige que devrait avoir la primature dans notre politique contemplative. Tout ce qu'ils voient, c'est ce que Ousmane Sonko aura. Mais Ousmane Sonko est périssable. Et les institutions demeureront. Demeurent, tout à fait. Donc, permettons à la primature... Les hommes partent, les institutions demeurent. Donc, Ousmane Sonko est un être périssable. Il ne va pas rester à la primature éternellement. Arrêtons maintenant de supprimer la primature comme on veut, de l'amener comme on veut, de négliger le pouvoir de la primature, de négliger le pouvoir des ministres, le pouvoir des institutions judiciaires, de l'institution législative. Permettons maintenant à chaque institution de jouir à ses prérogatives. Regarde maintenant cette diplomatie qui dépasse l'extase de ces journalistes qui sont à trois coudées entre quatre murs, qui refusent de voir, n'est-ce pas, la force que devrait avoir une diplomatie d'une nation. La diplomatie parlementaire. Aujourd'hui, El Malik en jouit parfaitement. Tout à fait. La diplomatie militaire. Tu vois le ministre des Forces armées dans des pays qui fait des voyages partout. M. Biram Diop. La diplomatie politique menée par le Premier ministre et le Président de la République. Il y a la diplomatie des minières ou bien des ressources naturelles par Biram Diop. Tu vois maintenant toutes sortes de diplomatie se déployer. Biram Souleye Diop. Mais c'est ça la force d'une nation. Le président ne doit pas tout gérer. Il négligera certaines choses. Il faut donner la prérogative à chacun. Et c'est pourquoi... Diversifier les tâches. C'est pourquoi il est important de mettre des hommes forts, des hommes capables de mener leurs responsabilités au seuil des attentes. Il n'est plus question de mettre des larbins, des bambins, des copains, des coquins, des faquins à la tête de nos institutions qui n'auront rien, madame, qui n'auront pas grand chose à faire. Le Sénégal est pauvre. Nous faisons partie des 25 pays les plus pauvres, mais les premiers pays les plus riches en ressources naturelles. Voilà le paradoxe que nous vivons. Et maintenant, vraiment, pour une fois dans notre vie, arrêtons de tourner autour du pot. Arrêtons de penser à notre seule tête. Arrêtons de penser à notre seule émotion. Pensons à la nation. Le Sénégalais a faim. Le Sénégalais a soif. Il est ensommeillé. Permettons maintenant, au-delà de ce dialogue-là, avoir un système politique fort, un système de parrainage fort qui ne va discriminer aucun politicien. Permettons à notre code électoral d'être une exemplarité en Afrique. Permettons à notre système politique d'aspirer ou bien d'inspirer les Africains qui sont toujours dans des remous sociopolitiques. Soyons un exemple. Voilà ce que nous voulons au-delà de ce dialogue-là. Tout à fait. En tout cas, la suite du dialogue prévue jusqu'au 4 juin sera déterminante pour évaluer la capacité du Sénégal à parvenir à un consensus national durable. Alors, ce 28 mai, le jour du dialogue même,
Barthélémy Diaz a officiellement lancé son nouveau parti politique Sénégal bu ñu bokk, le Sénégal que nous partageons, marquant ainsi une étape significative dans sa carrière politique après plusieurs revers institutionnels majeurs. N'est-ce pas? C'est tout à fait légitime, si je puisse m'exprimer ainsi. Mais bien sûr, c'est ça la démocratie encore. Permettons à chacun d'avoir le droit, l'honneur et le grand plaisir de vouloir s'affirmer, de parler aux Sénégalais, de donner sa vision sur l'orientation qu'il se veut du Sénégal. Moi, je n'ai jamais vu Barthélémy Diaz aussi sérieux qu'avant-hier. Au moins, avant-hier, il a arrêté les débats personnels. Il a arrêté les débats crypto-personnels. Il a beaucoup appris de son passé. Mais le niveau du débat n'est pas à terre. Celui qui veut qu'on t'écoute maintenant, les esprits sont éclairés par le passage de Pastef les Patriotes. Les esprits sont éclairés par les ignominies de Macky Sall, par les travers de Macky Sall. Les Sénégalais ont appris de cette expérience malheureuse que nous allons expliquer au fil du temps. Il faut maintenant amener un débat d'idées. Je vais m'en réjouir, mais notre Premier ministre Ousmane Sonko a relevé le niveau du débat au Sénégal. Voilà l'homme qui est venu avec la chronique d'une spoliation, qui parlait, qui questionnait, qui posait des questions méthodiquement, et c'est fait à dessein. Parce que la chronique d'une spoliation était venue pour révéler les scandales, mais poser des questions sur les véritables politiques de développement que le Sénégal devrait adopter pour avoir, n'est-ce pas, sa vitesse de croisière, pour apercevoir le développement, comme tout autre pays. Mais avec la solution, c'est une réponse aux questionnements posés dans la chronique d'une spoliation. Et après, tu auras les détails de la solution dans les territoires du développement qu'il a écrit avec le ministre de l'urbanisme, de l'actuel ministre de l'urbanisme, Bala Moussa Fofana, n'est-ce pas, et co-écrivain des territoires du développement. Alors aujourd'hui, tout opposant qui veut flatter le public, qui veut convaincre le public, doit arrêter ses débats crypto-personnels, doit apprendre à grandir. Nous sommes sortis d'une étape à une autre. Le Sénégal continuera ainsi et il n'est plus question de revenir à ces oppositions qui ne font qu'insulter, qui ne font que nier, qui ne font que banaliser la vie humaine, qui ne font que des commérages. Barthélémy Diaz aura appris s'il veut survivre. Barthélémy Diaz doit grandir s'il veut survivre. Barthélémy Diaz doit apprendre à parler des véritables problèmes, n'est-ce pas, politico-économiques, socio-politiques et culturels. Et géopolitiques. Barthélémy Diaz doit parler des politiques publiques, des politiques de développement. Barthélémy Diaz doit parler de l'industrialisation du Sénégal, du système de développement d'une nation, de l'Union africaine, du panafricanisme. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Mais il va rester là où il est. Et je crois qu'il l'a compris. Parce que le parfum que j'ai senti... Il a été bien conseillé, n'est-ce pas? Non, mais le parfum que j'ai senti, tout à fait. Je suis content, même si je ne suis pas avec lui. Mais je suis content parce que je veux un opposant qui pose les véritables questions. Un opposant qui vient avec une posture, qui parle des idées. Discutons des idées parce que ça permet à ces gouvernants ou bien à ce pouvoir actuel de ne pas se donner une seule marge d'erreur. Barthélémy Diaz aura appris. On dirait qu'il est bien conseillé, mais attendons voir le futur qui définira la posture de cet être qui est déjà blessé, de cet être qui est déjà déstabilisé par ses propres faits, par sa trahison que les Sénégalais ont rejetée. N'oublions pas que ce gars-là était le Domundei de notre Premier ministre Ousmane Sonko. Ousmane Sonko, tout à fait. Et qu'on a vu trahir son Domundei. Ils ont longtemps cheminé ensemble. Mais bien sûr, dans Yewwi Askan Wi. Tout à fait. Je me rappelle vraiment Barthélémy Diaz avait fait beaucoup d'efforts à côté d'Ousmane Sonko. Il l'a soutenu. Il s'est battu à côté de lui. Et Ousmane Sonko aussi s'est battu à côté de Barthélémy Diaz. C'est ce qui lui a valu, je me rappelle même que... C'est ce qui lui a valu d'être maire de Dakar. Maire de Dakar. Sous Yewwi Askan Wi. Je me rappelle même que beaucoup de patriotes même disaient qu'Ousmane Sonko prenait beaucoup de risques pour défendre, n'est-ce pas, Barthélémy Diaz. Lorsque Macky Sall avait voulu, par au gré des procès fictifs, éliminer
et Barthélémy Diaz, mais Ousmane Sonko était à côté de lui. On a même tiré sur son pare-brise comme ça, pendant que Ousmane Sonko était dans la voiture, mais uniquement pour protéger son Domundei, en appelant tous les patriotes dans les rues pour éviter que Macky Sall coupe la tête de Barthélémy Diaz. Mais finalement, par le pouvoir de ruse de Macky Sall, par son pouvoir, sa force de contraindre les gens, de plier certains, de chanter beaucoup, et il a fini par faire céder le mentor de Bassirou Diomaye Faye. L'enrôler. Mais bien sûr, il l'a enrôlé d'abord avec son mentor, Khalifa Sall. Khalifa Sall qui a amené Barthélémy Diaz dans le même sac, et avant qu'il ne soit trahi par Macky Sall lui-même. Comme l'adage l'aurait dit, quiconque trahit sera trahi. Sera trahi, tout à fait. Alors, je rappelle, en décembre 2024, Barthélémy Diaz a été déchu de son poste de maire et de son mandat de député en raison d'une condamnation pour coup mortel datant de 2007, confirmé par la Cour suprême en 2023. Ces décisions ont été perçues par ses partisans comme manœuvre politique visant à l'écarter de la scène politique nationale. Alors, M. Gassama, je rappelle toujours à nos chers auditeurs que nous recevons M. Youssouf Gassama, qui est professeur de lettres, mais également analyste politique. Parlons maintenant de géopolitique, qui est la deuxième partie de notre émission. Commençons par la situation des Peuls dans le Sahel en 2025, qui est marquée par une confluence des facteurs géopolitiques, socio-économiques et environnementaux qui les placent au cœur de tensions intercommunautaires, de violences étatiques et de recrutement djihadiste. Quelle analyse faites-vous sur cette situation très préoccupante? Voilà, d'abord, nous ne ferons d'abord que nous désoler de cette situation, parce qu'il faut dire que jusque-là, l'Africain n'a pas compris les enjeux du moment, parce que toujours on a été trompé par ces considérations superficielles, comme l'avait dit Cheikh Anta Diop. Si l'impérialisme échoue sur les conflits confrériques, madame religion chrétien et musulman, il attaque le tribalisme. Et s'il échoue sur le tribalisme, il essaie de mettre les États en conflit. Comme l'actuel Congo et le Rwanda. Le Rwanda. Alors, tout à fait. Ethnique, comme ce qui est en train de se passer dans le Sahel. Ethnique, comme ce qu'il a voulu faire ici au Sénégal avec la Casamance et le Nord. Tout à fait. Et on voulait cautionner les Djola et les Wolof, comme si ce sont ces deux ethnies qui définissent le Sénégal, alors qu'ils ne sont même pas majoritaires. Donc c'est pour vous dire que l'impérialisme a toujours usé de nos ethnies pour nous mettre à mal. Pendant ce temps-là, il exploite gentiment nos ressources naturelles. Tout à fait. Alors au Mali, depuis 2019, comme ça fait maintenant 6 ans ou 10 ans, on essaie de stigmatiser les Peuls au Sahel. Et ceci n'est pas un problème réel, mais c'est le fait de l'impérialisme. C'est le fait de l'impérialisme qui a vu son armée dans la décadence actuelle. Parce qu'il a voulu mettre d'abord, n'est-ce pas, les Peuls du Massina. Vous savez que les Peuls du Massina ont coexisté avec les Maliens depuis des siècles, depuis l'Empire mandin. Oui. Hein? Même le Sénégal a vécu avec des Peuls depuis les Thierno Souleymane Baal, avec la révolution Torodo, depuis l'Empire du Gabou, hein? En Casamance avec les Peuls. Nous avons toujours été ensemble avec le Fouta Djallon. Nous avons toujours été ensemble. Les Peuls sont nos parents, les Peuls sont nos frères, les Peuls sont nos cohabitants, ce sont nos cousins, hein? Nos frères, ce sont nos frères de sang. Alors aujourd'hui, le message que je venais envoyer à cette communauté Peul, c'est de ne pas accepter d'être traîné dans la boue par l'impérialiste. Parce que ce qu'il veut, c'est de nous mettre en mal. Aujourd'hui, au Mali, au Burkina et au Niger, on essaie de faire croire à la population Peul qu'ils sont persécutés par l'armée malienne, mais par l'armée burkinabé, par l'armée nigérienne. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y a aucune preuve qu'ils mettent sur la table. On prend tout un village Peul que l'on massacre, mais qui sont ceux qui massacrent les Peuls? Si ce n'est pas les terroristes eux-mêmes.
Parce qu'on ne voit pas de militaires maliens, on ne voit pas de militaires burkinabés, on ne voit pas de militaires nigériens, mais tout ce que l'on voit, c'est des hommes à terre. C'est toute une ethnie, n'est-ce pas, persécutée, n'est-ce pas, par ces idées, comment dirais-je, par ces idées djihadistes ou terroristes. Prenons par exemple le Mali. Il y a combien de mouvements djihadistes? Nous avons les Ansaruddin, nous avons les Moudjahidines, hein? Nous avons la Katiba Massina, hein? de Liad Gali, hein? Nous avons, hein, les Peuls du Massina, nous avons l'État islamique, nous avons Al-Qaïda. Mais tous ces groupes djihadistes, s'ils étaient réellement des groupes djihadistes, mais Mali devrait être à terre. Mais c'était un prétexte, M. Diouf, pour contrôler Kidal, qui est la région la plus riche en ressources naturelles, n'est-ce pas, au Mali. Depuis plus de 10 ans, l'armée malienne n'a pas accès à Kidal. Et aujourd'hui, je vois le ministre de la Défense malienne qui vient de découvrir avant-hier, mais un site d'exploitation d'or à Kidal, caché, exploité par les terroristes et leurs alliés. Mais c'était toute la ruse que l'impérialisme avait mise en place. Mais comment pouvons-nous comprendre, monsieur qui sont les alliés de ces djihadistes-là? Mais si ce n'est pas l'OTAN. Ces alliés c'est l'OTAN qui se cachent sous l'ombre. C'est l'OTAN. Okay. Moi, j'oserais affirmer que c'est l'OTAN qui soutient le terrorisme au Sahel, parce qu'il n'y a que l'OTAN qui a besoin des ressources naturelles de l'Afrique et qu'il suce frauduleusement pour aller s'industrialiser et plonger ces pays-là dans la misère, l'indigence et le calvaire. Prenons par exemple Kidal, de 2010 à 2020, ça fait 10 ans. L'armée malienne n'avait pas accès à Kidal, c'était l'armée française qui contrôlait la région de Kidal, interdisant toute intrusion de l'armée malienne. Alors, il y avait les forces militaires des Nations Unies, il y a la force Takuba qui constitue l'Union européenne, mais il y avait la force G5 Sahel. Mais toutes ces forces-là ne peuvent pas mettre un terme au djihadisme. Mais c'est impossible. La France était là-bas avec l'opération Serval. Après Serval, ils ont amené l'opération, j'ai oublié le nom, après Serval. Après Serval, ils ont amené une autre opération qu'ils ont balayée tout de suite après Serval. Mais regardez maintenant, quand Assimi Goïta a fait le coup d'État à Ibeka, Assimi est venu au pouvoir, mais a balayé toutes ces forces-là au Mali. Mais rapidement, il a repris Kidal. Et quand il a repris Kidal, on ne parle plus maintenant, n'est-ce pas, des Moudjahidines. On parle plus du MNLA, Mouvement pour la libération de l'Azawad. On ne parle plus de l'État islamique. On ne parle plus de la Katiba Massina, de Liad Gali. On ne parle plus des Ansaruddin. Mais on ne parle plus des Moudjahidines. Mais regardez-moi tous ces groupes terroristes-là. Actuellement, on n'entend plus parler de ces groupes-là, mais le JNIM naît de ces cendres. Le JNIM maintenant est la coalition de tous ces groupes terroristes. Ils se sont coalisés, n'est-ce pas, pour pouvoir combattre encore le Sahel maintenant. Parce qu'ils ont dépassé le Mali, ils sont entrés au Burkina Faso, ils sont entrés au Niger et ils ont fait un clin d'œil à l'État du Sénégal. Vous avez vu, lorsqu'on a balayé l'armée française, immédiatement, le JNIM dit n'est-ce pas, vouloir attaquer le Sénégal. Mais quelle coïncidence! On demande à l'armée française de quitter le Sénégal. Dès le lendemain, le JNIM, n'est-ce pas, menace le Sénégal d'une tentative ou bien d'un attentat terroriste. Alors, moi je crois que aujourd'hui, l'armée malienne ou bien l'armée du Sahel, que l'on appelle la coalition des États du Sahel, l'AES, aujourd'hui, l'armée de l'AES est en train de montrer en puissance. Tout à fait. Et c'est ce qui inquiète l'impérialiste. Avec la création de l'Alliance des États du Sahel, AES, en 2024, regroupant le Mali, le Burkina Faso et le Niger, a bien renforcé les dynamiques sécuritaires régionales, mais aussi les risques de marginalisation des communautés perçues comme complices des groupes armés. Alors, c'est ça le problème en fait. Madame, aujourd'hui, dès que l'impérialisme s'est senti lésé, les groupes terroristes qu'il soutenait sont réduits à néant. Maintenant, on ne parle plus d'attentats terroristes au Mali, d'attentats terroristes au Burkina, d'attentats terroristes au Niger. Maintenant, il va falloir créer un autre mouvement terroriste
Aujourd'hui, le gars là, il y a un Peul aujourd'hui qu'on a pris comme chef de la Katiba Massina. Non, c'est Koufa. Voilà, Amadou Koufa. Amadou Koufa aujourd'hui. Mais regardez, oui, c'est la France. Depuis 2012, Voilà. les Peuls sont fréquemment assimilés à des djihadistes, notamment à travers des groupes comme la Katiba Massina, dirigée par Amadou Koufa, lui-même Peul. Hein? Bien sûr, madame, c'est Diallo, c'est Amadou Diallo, que l'on appelle Amadou Koufa. Aujourd'hui, ce n'est pas en réalité les Peuls qui se rebellent en tant que djihadistes. Ils ont pris un Peul vraiment qui ne partage pas les mêmes avis avec les populations Peul, mais qu'ils ont marginalisé, qu'ils ont endoctriné, qu'ils ont choisi pour pouvoir se victimiser, soit disant que l'État du Mali marginalise ou bien l'État du Burkina marginalise les Peuls, alors qu'aujourd'hui, la femme d'Assimi Goïta et Lala Diallo, le chef d'état-major général de l'armée burkinabé, et les Peuls, oui. C'est un Peul. Alors, comment peut-on dire que c'est le chef d'état-major général qui est Peul et qui envoie l'armée burkinabé à aller massacrer sa propre ethnie, sa propre famille, ses propres parents? Donc ça ne tient pas debout. C'est Amadou Koufa qu'on a endoctriné, qu'on a marginalisé et financé pour qu'il appelle ses parents Peul à rejoindre les rangs du terrorisme. Mais ça m'étonne quand je vois que aujourd'hui c'est la France 24 qui est devenue le porte-parole des terroristes. C'est la France 24 aujourd'hui avec son journalisme comment il s'appelle même, Wassim Nasr, qui aujourd'hui a le contact des terroristes, mais fait des reportages sur des terroristes, fait des entretiens avec des terroristes, a des sources terroristes, alors que la France dit combattre les terroristes, alors que tu as une maison de presse, mais qui donne la parole aux terroristes, qui fait la propagande des attaques terroristes, et quand les terroristes sont attaqués, sont lésés, tu n'en parles pas. Mais quand les terroristes réussissent juste un razzia ou bien un massacre, mais nous entendons le monde, les France 24, RFI, TV5, on entend tout ce réseau de France Média Monde faire la propagande des attaques terroristes, mais ça ne devrait pas étonner. Ouais, parce qu'en septembre 2024, après un double attentat à Bamako, revendiqué par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, GESIM, voilà, des appels à lyncher des Peuls ont été apportés, illustrant la tension croissante et la peur des représailles collectives. Voilà la coalition de Jinim. Jinim, c'est en arabe. En français, c'est un groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. En arabe, c'est ce qu'on appelle le Jinim. Aujourd'hui, c'est Amadou Koufa et Ilak Houma Al-Gali qui dirige ce GESIM là. On appelle ça GESIM en français, mais Jinim en arabe. Aujourd'hui, c'est une association de groupes terroristes constituée d'Al-Qaïda, Ansaruddin, les Moudjahidines, le MNLA, Mouvement pour la libération de l'Azawad. Ce sont ces groupes-là qui ont été affaiblis, qui s'unissent aujourd'hui, et comme ils n'ont plus de force, ils n'ont plus d'espoir, ils font appel à une communauté qui est très bien choisie. Parce qu'aujourd'hui, si nous prenons les Peuls, c'est des gens qui sont des musulmans intègres. Tout à fait. Des peuples qui sont dignes, des peuples qui s'identifient à l'islam et qui respectent la religion musulmane. Et ce sont une ethnie qui est éparpillée dans toute l'Afrique de l'Ouest, jusqu'en l'Afrique centrale. Tout à fait. Si nous prenons le Sénégal. Dans 15 pays d'Afrique de l'Ouest. Mais ça dépasse les 15 pays. Oui. Parce que si tu prends tous les 16 États de l'Afrique de l'Ouest, mais avec l'Afrique centrale, mais jusqu'au Congo, tu trouves des Peuls. C'est des nomades, c'est des bergers, c'est des commerçants. Les Peuls ont toujours été une ethnie partie intégrante des nations africaines. Donc il n'est pas question que nous regardons cette situation prospérer pour plonger l'Afrique encore à nouveau dans des guerres tribales. Et aujourd'hui, notre gouvernement, le Sénégal, a très bien compris, n'est-ce pas, et ce jeu. Aujourd'hui, nous avons une politique militaire très bien définie. Tout à fait. Nous voulons une industrie militaire parce que nous nous préparons à une guerre en perspective qui pouvait sévir en Afrique. Aujourd'hui,
Tu as vu que le président de la République a presque arrêté ses voyages à l'extérieur de l'Afrique, essaie de concentrer ses voyages en Afrique de l'Ouest, ainsi que le Premier ministre. Le président était au Mali, au Burkina, au Niger, en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le Premier ministre, hier, ou bien au premier jour de leur gouvernance, le Premier ministre était d'abord au Burkina, Mali, aujourd'hui Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Il est retourné encore en Burkina et aujourd'hui il est parti en Côte d'Ivoire encore, mais il faut discuter entre nous. Tout à fait. Et dès qu'il est revenu du Burkina, on a vu que la CEDEAO, parce qu'ils ont fait 2 voyages, Bassirou Diomaye Faye, le président de la République, est parti en Côte d'Ivoire, Ousmane Sonko est parti au Burkina Faso. Et dès qu'ils sont revenus, on a vu que la CEDEAO s'est rapprochée de l'AES pour pouvoir redéfinir ou bien consolider les acquis qu'on avait dans la CEDEAO. La libre circulation des personnes et des biens, et les politiques de développement, les politiques, n'est-ce pas, culturelles. Donc il faut consolider les 2 entités. D'autant que l'AES est devenue maintenant, n'est-ce pas, une force réelle. La CEDEAO reste une force réelle, alors on est contraint de travailler ensemble. Aujourd'hui, Ousmane Sonko l'a très bien compris, parce que si nous regardons son interview qu'il avait accordée à la chaîne nationale burkinabé, quand il disait que quiconque pense que la guerre au Sahel ne l'intéresse pas, il se trompe. Car cette guerre, quand on abattait Kadhafi, on avait dit que ce n'était pas notre problème. Tout à fait. Aujourd'hui, la poudrière de Kadhafi a permis aux terroristes de déstabiliser le Sahel. Heureusement que nous avons des panafricains qui ont pris le pouvoir au Sahel. Je veux nommer le général Tiani, le général Assimi Goïta et le capitaine Ibrahim Traoré, qui sont des panafricains, qui sont des Africains dignes de son nom, convaincus, qui ont pu réarmer leur pays, surarmer leur pays et faire face au terrorisme, réduire le terrorisme à néant. Et maintenant, l'impérialisme va passer à la vitesse supérieure en voulant prendre encore, n'est-ce pas, les Peuls comme étant les boucs émissaires, les utiliser comme une nouvelle forme d'expression du terrorisme, ce que nous n'accepterons pas en tant que panafricanistes. Aujourd'hui, les enjeux sont forts. Vous avez entendu le général Langley. Je reviendrai sur la déclaration du général Langley. Aujourd'hui, le président Ousmane Sonko est reparti en Côte d'Ivoire. Il est intronisé comme étant le roi de l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, si vous voyez comme il a été habillé par les Ivoiriens, n'est-ce pas, avec la tenue traditionnelle ivoirienne, avec la canne qu'on lui a donnée, vraiment c'est comme un roi déjà de l'Afrique. C'est parce que ce que je disais tout à l'heure, la politique, la démocratie, l'exemplarité sénégale, la diplomatie sénégalaise, l'intellectualisme sénégalais devraient nous permettre à aller conquérir l'Afrique, à aller sensibiliser nos pères en Afrique pour qu'ensemble nous puissions redéfinir une nouvelle Afrique forte en dignité, en puissance et en liberté. En liberté, tout à fait. Alors, M. Gassama, il y a aussi les exactions commises par les forces russes de Wagner, accusées de violence contre les civils. Alors, on renforçait ce phénomène en poussant certains peuples vers les groupes armés par désespoir et par solidarité communautaire. Alors ça, c'est le narratif de la France Média Monde. C'est un narratif qui n'existe pas, c'est pas vrai. Au Sahel, il n'y a pas d'abord au Mali, ni au Mali, ni au Burkina, ni au Niger, il n'y a pas un soldat Wagner. Il y a des soldats de l'armée russe. Écoutez, dans les coopérations militaires, quand tu vends des armes à une nation, tu lui envoies des instructeurs. Par exemple, si par exemple le Sénégal vend en Russie pour acheter des drones russes, mais la Russie est obligée d'envoyer au Sénégal des instructeurs russes qui viendront enseigner la manière d'utiliser le drone, la maintenance du drone, les capacités du drone, etc. Donc, c'est un accord militaire. Tout ce qui fait mal à la France, pour ne nommer que la France, parce que les Américains aussi sont dans la danse, et toute l'Union européenne est dans la danse de manière sournoise. Mais la France s'affiche comme étant leader de l'Union européenne en Afrique, parce qu'il se dit que l'Afrique de l'Ouest, j'ai 8 pays où je suis
j'ai 8 pays qui furent, n'est-ce pas, mes anciennes colonies et que je continue à exploiter aujourd'hui, comme le disait De Gaulle. Nous devons être dans le Sahel avec une seule posture, celle de protéger nos intérêts et à bon prix et dans la gratuité. Si nous partons de cette idéologie, vous allez comprendre l'ardeur de la France chez nous. La France ne veut pas quitter, ne veut pas s'éloigner de nous parce qu'il faut déstabiliser nos pays avec nos armées faibles pour qu'on ait besoin d'elles. Et c'est là que le chantage verra son jour, parce qu'il pourra te chanter, n'est-ce pas, en échange de tes richesses naturelles. Mais pour dire que la Russie n'a jamais massacré des populations au Mali, mais plutôt, ce qui fait mal, c'est que la Russie a permis aux États du Sahel de se réarmer, de se fortifier, de former les armées de l'AES, de leur donner des armes comme jamais. La preuve. Mais au Mali et au Burkina, il y avait l'armée malienne et il y avait l'armée française. Tout à fait. Au Mali, il y avait... D'abord, c'était Barkhane. Non, c'était Serval d'abord. C'était Serval d'abord, avec Sarkozy. Sarkozy est parti. Et maintenant, avec Macron, avec Sarkozy et Macron, ils ont ce qu'on appelle Barkhane. Il y a les forces onusiennes, ce qu'on appelle la MINUSMA. Il y a aussi la force européenne, que l'on appelle Takuba. Mais monsieur Diouf, avec toutes ces puissances militaires, comment le terrorisme pouvait prospérer jusqu'à ce que le Mali perde 60% de son territoire. Alors que Kidal seulement fait le Sénégal et la Gambie. Kidal seulement fait le Sénégal et la Gambie. Alors, mais comment est-ce possible qu'avec toutes ces puissances mondiales, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, les États-Unis, l'Italie, l'Espagne, mais ils ne parviennent pas à éradiquer le terrorisme dans cette zone. Mais plutôt le Mali a perdu 60% de son territoire. Le Burkina. Il y a Anguille sur roche. Le Burkina. Oui. Il y avait l'opération Sabre de l'armée française. Tout à fait. Les unités spéciales françaises étaient au Burkina. Mais le Burkina a perdu aussi 60% de son territoire. Mais comme c'est bien tracé, Mali perd 60% de son territoire, Burkina aussi perd 60% de son territoire. Et les 60% des territoires-là sont les lieux les plus riches du pays. Prenons Kidal. Mais quand Assimi Goïta a mis tout le monde dehors, mais c'est en ce moment que le Mali s'est rapproché du Burkina. On se rappelait les phrases de notre président Macky Sall qui disait que le Mali va tomber. Alassane Ouattara qui disait que le Mali va tomber. Et Emmanuel Macron qui disait que le Mali ne tiendra même pas 6 mois. Mais avec la Russie, a pu quand même amener des instructeurs. Poutine l'a dit toujours, c'est l'État russe qui collabore avec l'État malien, qui collabore avec l'État burkinabé. Quand Ibrahim Traoré part en Russie, il ne va pas voir les dirigeants de Wagner, mais il va voir les dirigeants de la Russie, que l'on appelle Poutine. Il va voir Sergei Lavrov, qui détient la diplomatie russe. Alors, le narratif français, c'est de faire croire que l'armée privée russe, bon, ce qui est aussi normal, les Américains ont des armées privées, même la France a une armée privée, mais quelle est la légion étrangère? C'est dans la logique des choses, tout à fait. Mais ce qu'ils veulent, c'est de créer un narratif pour diaboliser, n'est-ce pas, l'armée russe en Afrique. C'est pour contrer l'efficacité de l'armée russe contre leur nonchalance. Mais l'armée russe a pu régler le problème en Centrafrique avec le président Touadéra. Il a pu organiser des élections libres et transparentes, gagner et stabiliser la Centrafrique. Depuis quand on n'entend plus parler des attentats terroristes ou bien des razzias rebelles en Centrafrique? Donc depuis quand on n'entend plus parler d'attentats à Bamako, d'attentats à Ouagadougou, au Niger? Donc ce qui leur fait mal, c'est que ce que eux ne veulent pas faire pour nous, la Russie le fait pour nous. Et la Russie a moins d'intérêt chez nous, parce qu'il a plus d'or que nous, il a plus de gaz que nous, il a plus de pétrole que nous. Il a plus d'uranium que nous. Et la Russie n'exploite pas nos ressources. Non, mais il en a plus que nous. Tout à fait. Il en a plus que nous. La preuve, Russie prend des milliers de tonnes de blé qu'il donne gratuitement aux États du Sahel, sans aucune contrepartie. Donc ce qui fait mal aux pays des Occidentaux ou bien à l'OTAN, c'est que l'OTAN joue mal avec nous. L'OTAN ne vend pas d'armes à nos pays. Burkina, le jeune Ibrahim Traoré le disait. Quand nous voulons acheter des armes pour lutter contre le terrorisme, mais ils nous disent, on ne vend pas d'armes létales.
Maintenant, comment voudrez-vous nous laisser nous battre avec les terroristes sans armes létales? Mais on va se battre avec des bâtons. Tout à fait. Et maintenant, la Russie, lui, il te demande qu'est-ce que tu veux. Donc, mais il est aussi normal que la Russie aussi dise ce qu'ils veulent. Parce que c'est ça la coopération gagnante. Tout à fait. Donc, si aujourd'hui, la Russie est capable de vendre des milliers de voitures blindées aux Burkinabés, aux Maliens et aux Nigériens en même temps, parce que la Russie a la capacité. L'Europe s'est longtemps endormie sur son laurier pendant que la Russie s'industrialisait de manière militaire. Aujourd'hui, la Russie fait plus d'armes par an, puis 2 fois plus d'armes par an que toute l'Europe. Voilà ce qui fait peur à l'OTAN. Aujourd'hui, la Russie a la capacité de vendre des milliers d'engins militaires en même temps au Mali. Ce que l'OTAN ne fait pas pour nous, ce que l'Union européenne ne fait pas pour nous. Mais aujourd'hui, quand l'Ukraine a un problème, qu'est-ce que l'Union européenne fait? Mais il prend des milliers de voitures blindées, des avions de chasse, hein, des drones qu'il donne à l'Ukraine. Mais pourquoi ils ne nous donnent pas ces gendarmes-là? Ils soutiennent l'Ukraine. Mais ils veulent garder nos armées rudimentaires pour pouvoir nous infiltrer quand ils veulent, nous déstabiliser quand ils veulent et de partir quand ils veulent. Aujourd'hui, c'est cette tendance que la Russie est en train de combattre. Mais bon, c'est de bonne guerre. Hein. La Russie aussi, comme il a été sanctionné en Europe, maintenant c'est une bonne guerre que la Russie est en train de mener. Parce que regarde, je vous fais le point. Avec la guerre contre l'Ukraine, la Russie a été sanctionnée par l'Union européenne. L'Europe n'achète plus le gaz russe, le blé russe, le pétrole russe. Hein? Les entreprises russes, les banques sont bloquées. La télévision russe est bloquée en Europe. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que la France sait que l'Afrique a le gaz, mes anciennes colonies ont le gaz, ont le pétrole, ont l'uranium, ont le gaz. Maintenant, ce que nous pouvons faire, c'est de boycotter le gaz russe, l'or russe, l'uranium russe, le pétrole russe et aller le chercher à bon prix en Afrique. Et maintenant pour la Russie, vers l'Afrique. Maintenant pour la Russie, c'est de contrecarrer, n'est-ce pas, cette ambition européenne de permettre aux pays africains d'être libres, de s'industrialiser pour mettre en difficulté, n'est-ce pas, ses partenaires européens. Et c'est là la décadence. Aujourd'hui, la Russie et le Niger a repris son uranium à Areva. Le Mali a repris toutes ses mines d'or, n'est-ce pas, à la société canadienne de Barrick Gold. Le Burkina a repris aussi toutes ses mines d'or et a fait ce qu'on appelle une usine de raffinerie d'or au Burkina. Et cette année, de décembre à avril, ils ont fait 25 tonnes d'or de réserve. L'année passée, ils ont fait 24 tonnes d'or. Donc, ce qui leur fait beaucoup de tonnes d'or en réserve. Aujourd'hui, les États du Sahel vont tout droit vers leur propre monnaie. Et la monnaie risque d'avoir plus de valeur que le dollar. Parce que l'or supporte l'argent. Aujourd'hui, si ces 3 pays, le Niger, le Burkina et le Mali, fusionnent leur or, ils seront les premiers producteurs d'or au monde. Ils ont plus d'or que quiconque au monde. Voilà ce que les Américains craignent. Ce qu'ils ne veulent pas, c'est que l'argent du Sahel bat le dollar, n'est-ce pas, en titre de réserve d'or. Aujourd'hui, c'est les Américains qui sont la première réserve d'or. Oui, après la primauté. Voilà. Tout à fait. Ils ont plus de réserves d'or dans le monde. La France, deuxième. Mais il n'y a rien, il n'y a pas d'or en France. Mais comment la France peut être deuxième réserve d'or au monde alors qu'il n'y a pas d'or en France? D'où viennent ces or-là? C'est en Afrique. Voilà pourquoi la France ne voudra jamais que les États africains s'émancipent. Tout à fait. C'est un danger pour son développement. Voilà pourquoi la France ne veut jamais voir les États africains s'industrialiser. D'où les fameux accords coloniaux qui interdisent aux États africains de transformer. Parce que la transformation nous donnera le pouvoir de ce qu'on appelle la plus-value. Et ça, dès que nous l'avons, les entreprises vont fermer leurs portes en Europe. Parce qu'ils n'ont pas de matière première. Ils n'ont pas de matière première, M. Diouf. Donc si nous transformons nos matières premières, ils seront en difficulté. Tout à fait. Il n'y aura plus d'emploi. Les usines vont fermer leurs portes. Donc vous confirmez ce que Mitterrand disait, que si la France n'exerce plus une pression sur l'Afrique, alors la France
va s'appauvrir. Mais bien sûr. C'est ce que disait l'ancien président français François Mitterrand. Mais avant Mitterrand, c'est De Gaulle qui l'avait dit. Oui. Depuis 1958, De Gaulle avait dit pour que la France soit une puissance énergétique, la France devrait imposer son dictat dans le Sahel. Et avoir les ressources naturelles à bon prix et dans la gratuité même. Donc voilà pourquoi les 11 accords coloniaux nous ont plongé, n'est-ce pas, dans la stagnation. Ils ne veulent jamais voir ces pays africains s'industrialiser. Mais regarde la Côte d'Ivoire avec le cacao ivoirien. Mais c'est le 3e meilleur cacao au monde. Au monde, tout à fait. Mais Côte d'Ivoire ne fait pas de café ni de chocolat. Parce que ce n'est pas possible. Il faut aller jusqu'en Suisse. Au Sénégal, nous, notre or est raffiné en Suisse. Suisse n'a pas d'or. Maintenant, imagine, si nous raffinons notre propre or, que fait la Suisse? Donc vous voyez, donc il est évident. Ce sera le déclin total. Voilà pourquoi le Sénégal a demandé tout son gaz pour être liquéfié ici. Voilà pourquoi nous avons donné la capacité à la SAR pour raffiner notre propre pétrole et bénéficier des déchets du pétrole. Parce que les déchets du pétrole même sont des mines d'or. Peuvent nous servir beaucoup de choses. Ce sont des mines d'or. On peut avoir beaucoup d'autres de produits finis dans les déchets même du pétrole. Quand le gaz sera liquéfié ici, ça fera des emplois, ça fera une plus-value. Et que feront les entreprises ou bien les industries européennes? Vont fermer leurs portes parce que le Sénégal ne va plus vendre de l'or brut. Nous allons raffiner notre propre or et prendre les déchets de cet or-là pour en faire des produits de valeur. Alors nous allons transformer notre propre fer, notre propre zircon, notre propre lithium pour en faire des batteries électriques aujourd'hui. Donc, mais regardez tout ce potentiel. Et tout ce potentiel-là, on l'a même dans la région orientale du Sénégal, vers la région de Tambacounda plus précisément. On a pratiquement plus de 32 ressources naturelles. 32 ressources naturelles sans aucune industrialisation. C'est là l'ironie du sort. Et tant qu'on ne s'industrialise pas, on n'entendra jamais parler du développement. Et pour qu'on se développe, il faut développer l'agriculture, développer l'industrialisation, et le développement n'est qu'une question de temps. De temps, tout à fait. Alors, M. Gassama, il nous reste 2 minutes. Alors, parlons un peu du général Michael Langley, commandant du commandement des États-Unis pour l'Afrique, AFRICOM. Alors, il a récemment souligné la région du Sahel comme étant l'épicentre du terrorisme mondial. Cette déclaration ne met-elle pas en lumière l'intensification des menaces sécuritaires dans cette zone, notamment en raison de la propagation des groupes djihadistes affiliés à Al-Qaïda et à l'État islamique? Ça vous dit rien? Subitement, on ne parle plus du terrorisme en Asie, dans le Proche-Orient, dans le Moyen-Orient. On ne parle plus de terrorisme là-bas parce qu'ils veulent migrer le terrorisme maintenant en Afrique. Et plus précisément dans le Sahel. Pourquoi le Sahel précisément? Ils ont ciblé le Sahel. Oui. Surtout à la zone des 3 frontières entre Burkina, Niger et le Mali. Voilà pourquoi le Sénégal, très rapidement, nous avons signé une convention militaire entre nos 2 voisins, Mali et Mauritanie, pour avoir une surveillance intempestive sur la zone de notre 3 frontières, entre Sénégal, Mali et Mauritanie. Parce qu'à chaque fois, ils vont dans la zone des 3 frontières pour y installer une instabilité. Comme ça, s'ils frappent au Mali, si le Mali poursuit, ils entrent au Burkina. Si le Burkina les poursuit, ils entrent au Niger. Et tant que nos États n'ont pas de conventions de poursuite, nous serons fragilisés. Voilà ce que l'impérialisme n'a jamais voulu. Ils n'ont jamais voulu que nos pays aient ce qu'on appelle des conventions militaires qui nous permettent de poursuivre les bandits, même dans le pays d'autrui. Ils n'auront plus de zone de recul, de refuge. De base arrière. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, qu'est-ce que le général Langley fait? Lui-même était au Niger pendant que la zone des 3 frontières brûlait. Les Américains avaient une très grande base au Niger, où les Nigériens ne savaient ce qui se passait dans le camp, n'avaient ni le droit d'y entrer, ni le droit de savoir ce qui se passe dedans. Les Américains n'ont de compte à rendre à personne.
Mais ça, c'est une calamité, quoi. Mais comment on peut accepter qu'une base militaire s'implante chez nous et qu'on n'ait même pas un œil, n'est-ce pas, sur ce camp-là, et que les Américains ne nous rendent même pas compte et n'ont pas d'obligation d'agir, même en cas d'attentat terroriste dans le pays. Donc, c'est ce qui nous laisse voir carrément les intentions de l'OTAN. L'OTAN n'a pas intention de voir l'Afrique se développer. Tout ce qu'ils veulent, c'est de nous créer des ennuis et qu'on s'occupe des ennuis pendant que eux exploitent nos richesses sans prix ou bien sans cherté avec un bon marché. Alors, maintenant, que fait le général Langlais? Lui, aujourd'hui, il s'étonne de voir le Burkina se renforcer en outrance. La Turquie est dans la danse avec la Russie. Aujourd'hui, équipe les États du Sahel. Le Burkina, à peu près chaque mois, le jeune fait entrer dans le pays, mais des convois d'armement. Et ça devient inquiétant. Pourquoi inquiétant? Parce qu'aujourd'hui, ça permet à l'État du Burkina de pouvoir quadriller tout le pays avec une surveillance intempestive, de sorte que les Américains ne pourront pas entrer dans le pays et sortir sans que l'État ne soit au courant. Les Français ne le pourront plus. Ils ne pourront plus déstabiliser le pays comme ils le veulent. Et ça devient inquiétant parce que c'est contre leurs intérêts. Pourquoi ils ont besoin de leur armée? Pour protéger leurs intérêts. Mais c'est quel intérêt? Mais tu as une entreprise, c'est moi. Oui, mais en quoi tu as besoin de ton armée pour protéger tes intérêts? Mais quel intérêt? Quel intérêt que tu dois venir protéger chez moi avec des armes? Mais demandons-nous ça. Aujourd'hui, les Américains ont peur de voir cette coalition prospérer. C'est ce qu'ils ont fait avec Sékou Touré et Modibo Keïta. Ils n'ont jamais voulu que les pays de l'Afrique de l'Ouest aient un exemple de développement. Surtout les 8 pays de l'UEMOA. C'est impossible de voir un pays que l'on peut prendre en exemple de développement parce que c'est dangereux. Ça peut pousser les autres pays à faire pareil. Aujourd'hui, les 3 pays l'ont compris. Ils se sont mis en coalition et ils ont déclaré que quiconque touche à l'un d'entre nous, tu déclares la guerre à tout le monde. Alors le problème devient caduc, difficile et houleux à régler. Maintenant, le problème qui inquiète les Américains, c'est la monnaie de l'AES. Regarde leur ruse. Le Niger a repris toutes ses mines d'or. Le Mali a repris toutes ses mines d'or. Le Burkina a repris toutes ses mines d'or. Alors, chacun de ces pays met en place ce qu'on appelle une raffinerie d'or pour lui. Il raffine l'or qu'il ne vend pas, mais qu'il stocke. Ça laisse voir l'avenir d'une monnaie qui ne dit pas son nom. Tout à fait. Alors, ils savent que ces 3 pays-là, avec leurs experts, ils savent qu'aujourd'hui, si nous mettons nos mines d'or ensemble, nous sommes les meilleurs au monde. Et si nous gardons de l'or et que on garantisse notre monnaie avec notre or, notre monnaie pourrait être la plus grande monnaie au monde. Alors aujourd'hui, ça menace donc le dollar américain. Parce qu'aujourd'hui, c'est grâce aux réserves d'or américains que le dollar prospère dans le monde. Donc si le dollar est concurrencé par une autre monnaie ayant plus d'or derrière, mais les Américains ont droit à avoir peur. Et en conséquence, Donald Trump a appelé le jeune à venir le voir aux États-Unis. À sa grande surprise, mais le jeune rejette l'invitation de Donald Trump. Mais c'est une calamité. Hein? Mais pourquoi Donald Trump, à chaque fois, c'est lui qui invite les gens pour casser la grande Amérique. Le pays de l'oncle Sam. C'est la puissance mondiale, c'est les policiers du monde, c'est les gendarmes du monde. Voilà comment ils prétendent être. Pour eux, ce sont eux les gendarmes du monde. Et ils ont droit à régler tous les conflits. Mais écoute, aujourd'hui, mais le Burkina lui a fait savoir, écoutez, moi je suis trop occupé à régler les problèmes de mon pays. Je n'ai pas le temps. Et ça, ce fut la désillusion pour les États-Unis. Et l'affirmation du général Langlais n'est que l'expression de cette désillusion. Et quand toute l'Afrique, et cette déclaration a permis à tous les Noirs du monde entier, je ne parle plus de l'Afrique, mais tous les Noirs du monde entier, même aux États-Unis, en Jamaïque, aux Caraïbes, les Antillais, Europe, l'Afrique, Asie, tout le monde s'est levé. Le monde noir s'est levé, s'est constitué en un bouclier pour supporter, défendre et dès lors,
On commence maintenant à supporter ces 3 dirigeants-là. On dirait que le noir comprend que son avenir n'a jamais été aussi charmant qu'aujourd'hui. L'Afrique n'a jamais été puissante, importante, charmante qu'aujourd'hui. Et c'est ce que Ousmane Sonko a compris. C'est ce que l'État du Sénégal a compris. Par notre diplomatie, par notre vision, par notre démocratie, par notre charme et notre stabilité, nous allons parler à nos frères. Nous allons réconcilier l'Afrique. Nous allons mettre dans la tête de nos dirigeants que plus que jamais, il est de notre intérêt de nous unir, de nous battre ensemble, de faire tout pour semer ce qu'on appelle les graines, n'est-ce pas, de la puissance de notre future Afrique, la stabilité de notre future Afrique, mais la liberté de notre future Afrique. Alors aujourd'hui, les Américains, comme ils savent que, n'est-ce pas, cette tentative est tombée dans l'eau, mais hier, c'est Donald Trump qui envoie des émissaires au Burkina pour demander pardon, pour revitaliser les liens, n'est-ce pas, des Américains. Parce qu'ils savent que si nous tournons le dos comme la France, nous allons perdre comme la France au Sahel. Parce que la France a voulu jouer la carte de l'orgueil. Quand les pays sahéliens ont appelé la Russie à venir à leur secours, mais la France, comme étant orgueilleuse, a dit, mais écoutez, c'est moi où je m'en vais. Mais on lui dit la porte est grandement ouverte. Et elle est partie. Mais aujourd'hui, c'est la France qui veut revenir. Et on lui a fermé les portes. Les Américains ne veulent pas commettre les mêmes erreurs. Ils ont laissé l'orgueil à côté. Ils ont envoyé des émissaires hier à venir voir quand même le ministre des Affaires étrangères burkinabé pour discuter, n'est-ce pas, des potentiels contrats ou bien des potentiels projets qu'ils peuvent partager et pour raffermir les liens encore avec les Américains pour qu'ensemble qu'ils puissent travailler. Mais les Burkinabés ne sont plus dupes, hein, parce qu'ils vont toujours les toucher avec vraiment beaucoup de méfiance, parce qu'ils savent qu'ils sont monstrueux. Aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire qui nous fatigue, hein, parce que depuis le 7 avril, l'armée burkinabé a intercepté un convoi de 900 motos et 164 tricycles en destination de Korogo, n'est-ce pas, une localité vers la frontière burkinabé. Mais alors que l'État burkinabé n'a jamais cessé d'accuser la Côte d'Ivoire d'être la base arrière des terroristes qui déstabilisent, n'est-ce pas, le Sahel. Et la Côte d'Ivoire n'a jamais accepté, comme d'habitude, ce fut la chanson. Hein. Mais toutefois, on voit que ce même général Langlais, mais est accueilli tous les jours en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en train d'abriter un camp militaire français à côté de la frontière burkinabé, mais veut encore abriter, n'est-ce pas, un camp d'entraînement ou bien un camp militaire américain, mais dirigé par ce même général qui a menacé le Burkina Faso. C'est pourquoi je vois Sonko en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Ce n'est pas simplement économique, mais il y a la géopolitique, tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire pose problème. Le Bénin pose problème. Parce que depuis que le Niger a exclu les Français, ils sont allés se réfugier au Bénin. Ce sont ces deux pays-là qui posent problème à l'Afrique occidentale. Mais contre toute attente, tout à fait. Mais contre toute attente, c'est le Nigeria qui va accepter encore de signer un contrat militaire avec les Français pour avoir un institut militaire, n'est-ce pas, au Nigeria, avec un camp militaire à la frontière nigérienne. Mais quel est notre problème? Les Africains devraient réfléchir sur ce point-là. Mais pourquoi la France ne veut pas s'éloigner du Sahel? Quand le Mali le renvoie, il va se réfugier au Niger. Avec le président Bazoum, tu te souviens? Tout à fait. On renverse Bazoum, Tiani est venu, Tiani les exclut du Niger, ils vont se réfugier au Bénin. Burkina Faso les exclut, ils se refusent et ils vont se réfugier en Côte d'Ivoire. Certains iront, n'est-ce pas, au Nigeria. Et d'après le général Tiani, il y a une unité spéciale en Guinée-Conakry. Et c'est pourquoi ce n'est pas étonnant de voir Ousmane Sonko qui ira demain en Guinée-Conakry. Mais c'est un problème. Pourquoi la France ne veut pas s'éloigner du Sahel? Mais c'est parce que dès qu'ils s'éloignent du Sahel, les terroristes n'auront plus de parrain, n'auront plus d'œil, n'auront plus d'oreilles. Ils seront massacrés parce qu'ils n'ont plus de force. Et l'armée sahélienne est en train de monter en puissance. La population sahélienne a compris. Alors un message à la communauté Peul d'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique. Nous sommes tous des parents, M. Diouf.
nous avons toujours coexisté pendant des siècles et des siècles. Avant même le 14e siècle, les Peuls, les Bambara, les Moussi, les Ghanéens, les Sénégalais, les Ivoiriens, hein, comment dirais-je même, hein, les Baoulés, les Djoula, nous avons toujours coexisté ensemble. Nous avons toujours été dans l'harmonie. Ayons le courage de nous asseoir entre nous, de discuter nos propres différends, Tout à fait. de discuter nos propres problèmes. Ne laissons pas l'impérialisme, comme il l'a fait pendant la période coloniale ou bien pendant la période post-coloniale, de nous mettre en mal, de nous plonger dans la guerre civile, dans la guerre tribale, pour pouvoir déstabiliser nos économies et se profiter de nos richesses naturelles pendant que nous souffrons dans la misère, dans l'indigence et dans le calvaire. Merci, M. Gassama. Je pense que l'appel est bien entendu. Alors, nous, voilà, on me signale que le temps est terminé. On a dépassé même l'heure. Alors, votre dernier mot pour terminer en beauté. Bon, à part de vous remercier, M. Diouf, de m'avoir fait confiance et de m'avoir invité à votre émission Océan Politique, avec tous les auditeurs de l'Océan FM. Et je vous remercie, le débat a été très important et ce sont ces genres de débats que nous demandons, n'est-ce pas, dans l'espace, de permettre aux Sénégalais et vraiment d'avoir ces genres de débats, d'inviter les Sénégalais à avoir une connaissance sur la géopolitique ouest-africaine avec les problèmes qui sévissent aujourd'hui en Afrique. Vraiment, je vous remercie de m'avoir fait confiance sur ce point-là et de parler aussi de la géopolitique en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, nos États ont besoin de soutien, nos États ont besoin de coalition, de stabilité, et pour qu'ensemble, nous puissions battre le macadam et inviter les Africains à demeurer dans la coexistence, à demeurer dans la paix, dans la joie, dans la solidarité africaine, pour qu'ensemble, nous puissions mener l'Afrique dans de lendemains meilleurs. Et que votre océan politique soit la peau tendue du tam-tam unificateur. Amen. De votre émission, que Dieu fasse le tronc creux du bombolo messager. Qu'il donne à son cœur souple le souffle de la paix. Du suant, le rythme suave du balafon clair de lune, et qu'il soit accompagné de la douce mélodie de la Kora de Djali. Et dans une symbiose et dans ce tourbillon de fraternité, retrouver M. Diouf, qu'il nous éloigne et pour toujours du spectre de la lâcheté, de la traîtrise, et qu'il nous souffle vraiment le souffle de la paix, du souffle de la sagesse, le souffle de la solidarité africaine et d'une vision vraiment panafricaine qui mènera notre pays vers de lendemains meilleurs. Je vous remercie. Merci, M. Gassama. Je rappelle à nos chers auditeurs que nous recevions Youssouf Gassama, professeur de lettres, également analyste politique. Tout le plaisir est pour nous. Je remercie également tous les auditeurs de Océan FM 98.7 sur la bande FM et 846 sur le bouquet canal. Je remercie également le directeur de la radio, M. Abdoulaye Diop, et le technicien Ibrahim Diop qui a arrangé cette émission. À la présentation, votre ami et frère Abdou Diouf. À dimanche prochain pour un autre invité. Merci, M. Gassama. Voilà, merci, M. Abdou Diouf. À la prochaine fois.